Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à votre rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui, comme annoncé, le professeur Matata Mpogno sur notre plateau. Avec lui, nous allons échanger sur la question leadership et bonne gouvernance. Nous ne serons donc pas seuls sur le plateau. Nous serons accompagnés de Martin Sosepé, de la rédaction de HK6 Télévision. Bonjour Martin. Bonjour Eric, bonjour à ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Plusieurs étudiants de différentes institutions de Lubumbashi, particulièrement Mouloloa et l'université de Lubumbashi, INULO en sigle, seront également avec nous sur ce plateau pour échanger sur la question. Mais nous disons bonjour au professeur Matata, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, professeur? Je vais très bien. À peine arrivé à Lubumbashi, quelles sont les impressions? Les impressions sont d'habitude bonnes. C'est une ville calme, une ville accueillante. Comme vous le savez, j'ai passé un bon moment ici alors que j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi. Donc j'ai des très beaux souvenirs de la Kasapa et donc chaque fois quand je reviens ici, je me sens chez moi. Voilà, c'est un honneur pour nous de vous accueillir également à HK6 Télévision. Après une visite guidée, quelles sont les impressions que vous émettez par rapport à cette chaîne de radio et de télévision? Nos impressions sont bonnes. Je pense que les standards est très bon parce que, comme vous le savez, le travail, c'est bien. L'environnement du travail, c'est encore mieux parce que finalement, l'environnement dans lequel on passe le plus clair de son temps, c'est l'environnement de travail. Et pour mieux produire, il faut absolument disposer des conditions environnementales qui sont favorables à l'épanouissement, à l'éclosion et à la réflexion. Et je pense que l'environnement est professionnel. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, nous allons débattre sur la question ou sur une thématique basée sur le leadership et la bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça vous ramène à quoi quand vous parlez du leadership, quand vous entendez parler du leadership et de la bonne gouvernance? En fait, merci beaucoup de m'avoir d'abord invité à pouvoir intervenir sur ces plateaux. Comme la demande a été faite pour que j'entretienne quelques étudiants sur ces plateaux sur cette question donc, de leadership et des gouvernances. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que ce thème est pratiquement considéré comme la fondation du progrès de l'homme, du progrès de l'humanité. Le leadership procède des temps immémoriaux. Jésus-Christ est un leader. Et Jésus a fait aussi l'histoire de l'humanité. La gouvernance, c'est aussi biblique. L'histoire de la graine qui tombe sur la roche et l'histoire de la graine qui tombe sur la bonne pierre, la bonne terre. Donc, ce sont deux thèmes qui plongent les racines dans le progrès, la création et le progrès de l'humanité. Et la petite expérience que j'ai réalisée en tant que ministre des Finances et en tant que Premier ministre m'ont convaincu davantage que le progrès de l'humanité est fondé sur le leadership, sur la gouvernance. Aujourd'hui, j'ai levé l'option de parler de leadership et la gouvernance, de prêcher ce message. Et je dois vous dire que ce message porte. Et je reçois beaucoup d'invitations. Et je ne sais même pas comment me départager pour répondre à toutes ces invitations. Tout simplement parce que les jeunes, particulièrement les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, doivent absolument s'aligner dans l'esprit de leadership et la gouvernance. Qu'est-ce que le leadership? Le leadership, en bref, pour ne pas créer la confusion dans les esprits des gens, c'est cette capacité d'influencer les autres
non pas en utilisant le bâton, mais en créant un environnement de conviction, d'assurance. Et la vision s'appuie sur une vision partagée. Une vision qui inspire la confiance. Une vision qui porte les autres à vous suivre. Mais cette vision doit être partagée. Cette vision doit être porteuse d'espoir. Et la vision, généralement, doit être définie. Parce que la vision, c'est comme un rêve. C'est abstrait. Pour que la vision puisse être réalisée, pour que le rêve se réalise, il faut que la vision passe de l'abstrait au réel. Il faut la définition des objectifs. Et les objectifs peuvent être généraux, mais il faut les découler en objectifs intermédiaires. Quand vous aurez défini les objectifs finaux, les objectifs intermédiaires, il faut définir les techniques et les méthodes. Comment vous allez réaliser les objectifs intermédiaires, les objectifs définitifs? Comment manager? Et quand vous aurez défini les techniques, les méthodes, et que vous passez à l'implémentation, la mise en œuvre, il faut le suivi et évaluation. Parce que finalement, le plus grand problème, c'est le suivi et évaluation. Les gens ont des visions, les gens ont des rêves, les gens ont des objectifs, mais les gens n'évaluent pas. Vous ne devez pas conduire les hommes sans savoir faire l'évaluation. Où sommes-nous? Vous êtes un pilote, vous dites que vous êtes en train de partir à Kasumbalesa, mais les gens se retrouvent sur la route de Mbujimaï. Mais si vous ne faites pas d'évaluation, comment vous saurez que vous êtes en train de partir à Mbujimaï au lieu de partir à Kasumbalesa? Les suivis et évaluation. Ça, c'est le leadership. Mais un leadership de qualité doit être soutenu par une gouvernance de qualité. C'est les journalistes. Pourquoi j'ai dit que la gouvernance et le leadership, c'est les clés du succès, c'est les clés du progrès, c'est les clés de la performance, parce que vous pouvez être un bon leader. Vous n'êtes pas capable d'assurer une gestion efficiente de moyens pour atteindre les objectifs. Et puis, la définition de la gouvernance ne peut pas être réduite à une gestion de la trésorerie, des finances, parce qu'ici chez nous, on a l'habitude de, ah mais la gouvernance, ah mais c'est la gestion de l'argent. Non! La gouvernance, c'est cette capacité de pouvoir assurer la gestion efficiente de plusieurs secteurs de la vie nationale. Comment assurer l'atteinte des objectifs de la manière la plus rationnelle possible. Et la gestion peut être politique. La gouvernance peut être politique, une gouvernance politique. Comment élire des responsables d'une province, d'un territoire, d'un pays, la manière la plus efficiente. C'est une gouvernance politique. Comment garantir la paix et la sécurité dans un pays?
c'est une gouvernance sécuritaire. Comment faire en sorte que dans un pays, qu'il n'y ait pas une déconnexion entre les riches et les pauvres? Comment garantir une sécurité financière? Comment garantir une sécurité de vie? Ça s'appelle une sécurité sociale, une gouvernance sociale. Comment garantir une gestion équitable des fonds publics? Ça s'appelle gouvernance financière, à laquelle beaucoup de gens se réfèrent, croyant que la gouvernance, quand on parle de la bonne gouvernance, c'est uniquement la gestion des fonds. Non! Monsieur le journaliste, la gouvernance, elle est donc multisectorielle, elle est donc multidimensionnelle. Et donc, une bonne gouvernance, c'est donc une gestion efficiente pour l'atteinte des bons résultats escomptés dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Parce que la gestion, par exemple, d'un pays, elle est multisectorielle. Le leadership s'exerce sur l'ensemble des secteurs. Et donc, voilà, en un mot, brièvement, la définition, la compréhension du leadership, la gouvernance. Merci, professeur, pour cet aperçu. Mais y a-t-il possibilité de dissocier le leadership et la gouvernance? Par exemple, un leader qui peut se limiter à son leadership et ne pas être forcément un bon gouvernant ou mettre en place une bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de dissocier ces deux concepts? Mais c'est tout à fait normal, parce que les leaderships, comme je vous l'ai dit ici, c'est l'art de diriger. Ça vient du verbe lead, to lead in English. To lead, conduire. Et je l'ai dit ici, un leadership, ce n'est pas, quand vous êtes leader, ce n'est pas la position que vous occupez. Ce n'est pas, par exemple, le directeur général de la chaîne qui a eu le plaisir, et je le remercie pour ça, de me faire visiter le bureau de votre chaîne. Il peut être chef, ne pas être un leader. Le leadership, ce n'est pas la position que vous occupez. Le leadership, ce n'est pas les titres que vous occupez. Le leadership, c'est cette capacité de conduire les autres, d'influencer les autres étant convaincus. Il y a la conviction. Ils ne vous suivent pas parce que vous êtes beau, vous avez une grande fonction. Ils vous suivent parce qu'ils sont convaincus que vous partagez un rêve. Et donc, vous pouvez être leader. Malheureusement, vous n'avez pas les capacités d'assurer une gestion efficiente dans différents secteurs. À ce moment-là, vous êtes un leader et vous n'êtes pas efficace. Vous n'êtes pas efficace parce que vous n'êtes pas en mesure de conduire les groupes en dépit du fait que vous exercez l'influence sur eux. Ils sont convaincus de votre vision. Ils sont convaincus de votre rêve. Mais malheureusement, vous manquez la gouvernance de qualité. Et donc, vous ne savez pas rencontrer les rêves. Martin Sepe. Ok, professeur Augustin Matata Ponimapan, nous avons suivi. Vous prenez le leadership et la bonne gouvernance. Et à vous entendre, c'est vraiment ça le socle du développement. Alors, tout de suite, il est évident que nous puissions soulever certaines questions, notamment, vous avez été Premier ministre dans notre pays, la République démocratique du Congo. Peut-on savoir qu'est-ce que la bonne gouvernance que vous prenez à apporter dans plusieurs projets de développement qui ont été initiés pendant votre règne à la primature? Et je peux citer ici l'exemple du projet Mukangalonso. Oui, je suis très heureux de voir que vous ramenez le leadership des qualités, la gouvernance des qualités sous ma gestion. Laisse-moi vous dire, parce que nous sommes avec des jeunes ici, qui ont besoin des modèles, qui ont besoin des rêves, qui ont besoin des convictions. Parce que finalement, la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, quand je parlais dans une conférence, il dit, la jeunesse, ce n'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Parce que
On ne peut pas construire demain sans savoir construire aujourd'hui. Le demain est fonction de la fondation. Nous avons garanti un leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Laisse-moi vous dire, messieurs les journalistes, que selon les études scientifiques faites par des institutions sérieuses sur la gestion de l'économie pour la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'en 2018, la période qui indique les performances le plus élevé en termes économiques et sociaux, c'est la période qui part de 2012-2016, qui, heureusement ou malheureusement, coïncide avec notre gestion. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que nous devons sortir du domaine de la passion, du domaine de l'apparence, et descendre et atterrir sur le domaine du concret, le domaine de l'objectif. Nous avons assumé un leadership de qualité, bien que c'était, pour l'histoire aussi, l'une des équipes les plus réduites qu'ait connu ce pays, 36 personnes. Nous avions une équipe structurée, disciplinée. Un journal s'est donné même le loisir de qualifier cette équipe une équipe de surdoués. Et vous le pensez Ce n'est aussi? pas moi qui l'ai dit. Allez interroger les journalistes. Mais les résultats ont été exceptionnels. En termes de performance macroéconomique, nous avons réalisé des taux d'inflation exceptionnels. Jusqu'à réaliser un taux d'inflation de 0,8% pour une année, pour 12 mois. J'ai rencontré pendant une de mes missions en Europe le Premier ministre français. Quand je lui décrivais la situation macroéconomique, il dit: Monsieur le Premier ministre, il y a de quoi vous envier ici en France. Je sais qu'il voulait juste détendre l'atmosphère de la Réunion. Mais c'était en d'autres temps pour dire que les performances étaient tout à fait exceptionnelles. Nous avons aussi réalisé les taux de croissance macroéconomique que la RDC n'a jamais réalisé depuis plusieurs années. Les taux de croissance économique, le plus élevé que ce pays a réalisé, c'est 9,7%. Regardez l'histoire économique. Et nous réalisions, pendant notre mandat, 9,5%. Donc, il nous est manqué 0,2% pour battre les records depuis 1960. Mais lorsque vous prenez la moyenne sur 5 ans, heureusement ou malheureusement, c'est la moyenne la plus élevée depuis 1960. Laisse-moi vous dire, parce que vous allez dire, M. Matata, il nous parle de la macroéconomie, parce qu'à un certain moment, on nous a surnommé M. Macroéconomie. Oui. Et les gens sont allés même très loin pour dire, on ne mange pas la macroéconomie. Interrogez le PNUD. Le PNUD vous dira, dans l'histoire du PNUD, c'est pour la première fois qu'on a vu un pays gagner 11 points dans les classements de l'indice de développement humain. La première fois. RDC a gagné 11 points. Vous savez ce que c'est l'indice de développement humain? C'est un indice composite qui essaie de voir comment un pays a réalisé le progrès dans le domaine social. Là-dedans, vous avez l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, les taux de mortalité infantile, l'accès aux soins de santé primaires. Vous avez tout un ensemble. Vous allez trouver évidemment les revenus per capita, beaucoup d'éléments. Mais prof, revenons à l'idée. Il faut que je réponde à sa question. Effectivement. Il n'a pas encore eu... Je voudrais qu'on aborde beaucoup plus l'aspect de projet de mise en place. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit. Particulièrement le cas Bukangalo. Nous sommes en train d'atterrir. Effectivement. Parce qu'il faut d'abord, vous savez, quand on construit une maison,
faut commencer par la fondation. Il ne faut pas tomber dans le piège des journalissimes. Hein? Ouais. Quand vous retombez sur des projets sociaux, l'agriculture, monsieur le journaliste, il faut savoir que l'agriculture, c'est le secteur incontournable pour pouvoir lutter contre la pauvreté dans un pays. C'est incontournable. Et quand vous regardez l'histoire des pays développés, quand vous regardez l'histoire des économies émergentes, c'est toujours l'une des parties essentielles sur lesquelles ont porté les politiques d'un pays. Rappelez-vous la révolution agricole. Et lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons pensé qu'il fallait absolument révolutionner le secteur agricole. Et ici, j'insiste, monsieur le journaliste, il ne faut pas confondre le projet Bukangalonzo avec des projets de fermes agricoles que vous voyez souvent quand vous passez sur une route, on dit ferme agricole, où le rôle, c'est de venir planter quelques lignes de maïs, des grains de maïs récoltés. À la limite, pour certains, c'est venir le week-end, passer le temps et puis partir. Non, le projet Bukangalonzo, c'était un projet agro-industriel. Je dis bien agro-industriel. Un projet où il était prévu que le maïs soit planté. Un projet où il était prévu de produire, des boîtes de conserve, des sardines, des poulets. Un projet où il était prévu de cultiver de manière industrielle les légumes de toute nature, non seulement alimenter la ville de Kinshasa, mais aussi alimenter les villes comme Brazzaville et l'intérieur du pays. En fait, le modèle Bukangalonzo, ce n'était pas sous le format que nous tous les Congolais nous imaginons, de faire une petite ferme où on plante les maïs. Non, c'était une industrie agroalimentaire. Voilà. Mais prof, dans l'aperçu, vous avez parlé de l'évaluation. Est-ce que avez-vous évalué ce projet? Mais ce projet a été évalué. Et comment vous évaluez ce projet? Ce projet... N'est-ce pas de l'argent dépensé du trésor congolais pour ne pas atteindre les résultats? Non, et vous savez, monsieur le journaliste, j'ai répondu à un Congolais au cours d'une conférence comme celle-ci, que j'ai tenue à Kinshasa, Chobeuse, et les Congolais venant de Kinshasa, après les débats, est venu demander pardon. Il dit vraiment, excusez-moi parce que je n'étais pas au courant de ces informations. Ce que je dois vous dire, pour mettre les doigts sur la plaie, c'est que ce projet, jusqu'à mon départ, le projet était exécuté professionnellement et les résultats intermédiaires étaient satisfaisants. Je vous dis ceci, et les images existent, les sons existent. Des experts des institutions internationales qui ont visité ce projet, qui avaient même un aérodrome au milieu, avec des avions, a dit, voilà le type de projet dont l'Afrique a besoin. 2, voilà le projet qui doit être dupliqué dans d'autres pays de l'économie subsaharienne. 3, il dira, mais voilà ce projet, il va supplanter le projet de la Zambie. Ce projet a été mené de la manière la plus professionnelle et la plus transparente possible. Jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Et aucun dollar n'a été dépensé de la manière la plus irrationnelle possible. Un audit, monsieur le journaliste, a été même mené pour chercher l'époux dans la tête de monsieur Matata. Cet audit a été fait, vous pouvez accéder à ces rapports, qui malheureusement n'a été jamais envoyé à la personne la plus concernée par le processus d'audit. Si nous venons vous auditer et que nous vous cachons les résultats de l'audit, c'est qu'il y a un problème. Si nous voulons vous auditer et qu'on ne cherche même pas à vous poser des questions, c'est qu'il y a un problème.
les rapports d'audit est là, et les rapports d'audit ne montrent pas qu'un dollar a été détourné. Mais prof, y a-t-il pas eu une mise en place de mécanismes de pérennisation de ce projet? Est-ce qu'il fallait qu'après votre départ en 2016, que tout s'arrête et qu'aujourd'hui on ne parle plus de Bukangalonzo? Le Congolais n'a finalement rien peut-être bouffé de ce projet à ce jour. Non, mais je pense... Ça reste dans les annales, dans l'histoire. Monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, c'est que des grands projets, ça il faut retenir, parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le Congo constitue un pays extraterrestre. C'est un pays qui se trouve sur la terre. Et que ce qui réussit chez les autres doit être aussi appliqué pour que nous puissions aussi réussir. Lorsque le projet du départ pour la Lune a commencé aux États-Unis, ce n'est pas le président qui a commencé ce projet, qui a vécu en tant que président l'arrivée des Américains sur la Lune. Vous devez lire l'histoire. Il y a des projets pour lesquels, monsieur le journaliste, parce que vous avez posé la question, il y a des projets pour lesquels, quand on les commence, c'est comme un projet à relais. C'est-à-dire, quand vous commencez et que vous partez, les autres doivent vous poursuivre. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la jeunesse comprenne, mes chers amis. Il ne faut pas que quand vous voulez construire un véhicule, et que le prochain directeur technique considère que le véhicule, parce que c'est tel directeur qui l'a commencé, moi je ne peux plus continuer ce véhicule. Mais non! Quand est-ce que vous allez vous développer? Comme si chaque gouverneur qui arrive dans cette province doit commencer son projet, même si le projet que les autres gouverneurs commençaient sont bons. Non! Mais n'est-ce pas l'initiateur nous n'allons pas inventer la roue. Un mécanisme de pérennisation, comme on le dit. Vous aviez initié un projet, ouais. Il fallait quand même mettre en place un mécanisme de pérennisation du projet, même si les autres arrivaient après vous en 2016, savent que non, voilà, tel projet a telle équipe. Nous l'avons fait, monsieur le ministre. Mais pourquoi, à ce jour, professeur, évaluez-vous ce projet à quelle hauteur? Non, écoutez, vous n'allez pas me poser la question. Moi, je suis en dehors du gouvernement, d'aller évaluer des projets qui sont à l'intérieur du gouvernement. Pour votre information, ça fait 3 ans que je ne suis plus Premier ministre. Oui, on le sait. Tout ce que je peux vous dire, même en étant en dehors du gouvernement, oui. 2 experts spécialisés dans le domaine sont venus me dire, Monsieur Matata, comment peut-on imaginer qu'un projet aussi salvateur pour votre pays ne soit plus exécuté? Mais c'est dommage, laisse-moi vous dire. Et ça, c'est le rôle de vous, les journalistes, c'est le rôle de la jeunesse. Le secteur agricole, laisse-moi vous dire, c'est un secteur très capricieux. Savez-vous, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, aux États-Unis, le secteur agricole est considéré comme un domaine de haute sécurité? Est-ce que vous le savez? Le secteur agricole, nous jouons avec l'agriculture ici. Mais ce que vous devez aussi savoir, pourquoi est-ce qu'un pays comme le nôtre, où il pleut toute l'année, nous ne savons pas cultiver et que chaque année, nous devons aller prendre le maïs en Zambie? Mais c'est une honte. Vous devez vous poser des questions. Dieu n'a pas créé la terre pour que vous vous réveillez le matin, vous dansez, vous mangez, vous dormez. Dieu a dit, allez transformer le monde. Vous mangerez à la sueur de votre front. L'agriculture, c'est un secteur capricieux et de faible rentabilité. Mais il appartient au pouvoir public de le prendre en charge. Mais vous savez, parce que vous êtes des journalistes, que l'agriculture est subventionnée aux États-Unis, que l'agriculture est subventionnée en Europe. Vous le savez. Qu'est-ce qu'on dit subvention? Mais les gens vont vous dire, M. Matata a amené le projet agriculture à Bukangalonzo, où la terre n'est pas fertile. Monsieur les journalistes, il faut comprendre que le domaine aujourd'hui de l'agriculture n'est pas un domaine de la terre qui est fertile, du soleil, et de la pluie. Non! Israël qui exporte du jus en Europe. Êtes-vous déjà arrivé en Israël? Il se passe une année sans pleuvoir. Il n'y a pas de terre ou quelque chose. C'est rocheux. Mais pourquoi n'est pas, si il existait des parties de terre fertiles chez nous, pourquoi ne pas finalement mettre en place ce projet où la terre est fertile que d'aller où... Mais là-bas aussi la terre est fertile. Compliqué. À Bukangalonzo, les gens plantent le maïs, les gens récoltent le maïs. Vous voulez qu'on mette... Qu'est-ce que vous appelez fertilité, monsieur le journaliste?
Martin Sepe, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, en fait, professeur Augustin Matata Pogno, vous prenez le leadership et la bonne gouvernance, et à vous entendre, c'est comme si au pays, jusque-là, nous manquons cette politique de pérennisation des actions au regard de ce qui se passe dans le projet Bukangalonzo. Mais dites-nous un peu, est-ce que aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons ce leadership-là capable de booster le développement? Monsieur le journaliste, vous m'avez invité pour parler de leadership et la gouvernance, et vous ne m'avez pas invité pour porter des jugements sur des individus ou des responsables de ce pays. Je n'ai pas la compétence pour apprécier la qualité des leadership. Je suis là pour échanger avec vous sur des questions d'intérêt plutôt hautement professionnel. Oui. Et si vous me posez la question sur ce que moi je fais en termes de leadership, je vous le démontre. J'ai sorti un article dernièrement, hautement scientifique, qui met la relation entre le progrès économique des pays dans le monde entier et l'abondance des ressources minières. Vous le savez, beaucoup de gens disent que les pays qui ont d'abondantes ressources minières sont maudits et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se développer. L'étude scientifique que nous avons menée et dans laquelle se trouve la RDC démontre très bien que cette malédiction est fausse. C'est une malédiction des institutions. Mais dans cette revue, vous évoquez également les artefacts de la malédiction de ressources naturelles. Est-ce un aveu de désespoir, vu votre expérience dans les institutions du pays, quand vous dites ça, est-ce que les Congolais doivent comprendre qu'on a cette malédiction d'avoir une terre aussi riche et tout ce qui s'ensuit? Il n'y a pas de malédiction, mon cher ami. Il ne faut pas tromper la jeunesse. Laisser la jeunesse s'épanouir, croire en l'avenir du développement de ce pays. Il n'y a pas de malédiction. Comment voulez-vous que Dieu ait suspendu sa malédiction pendant que nous étions compromis? Donc Dieu peut suspendre sa malédiction en fonction des gens qui sont au gouvernement. C'est quel type de malédiction? Comment pouvez-vous imaginer que Dieu ne puisse pas maudire aussi certains pays qui ont des ressources minières importantes, comme les États-Unis? Pourquoi Dieu ne les a pas maudits? L'Australie, pourquoi Dieu ne les a pas maudits? Pourquoi Dieu alors n'apporte pas la bénédiction à tous les pays qui n'ont pas de ressources minières? L'Haïti. Pourquoi est-ce que l'Haïti n'a pas la bénédiction? Non, mes chers amis, nous devons quand même accepter des responsabilités. Il n'y a pas de malédiction. Un pays comme l'Israël, vous allez dire oui, c'est le pays de Jésus, mais vous savez, monsieur le journaliste, que c'est un pays où il n'y a pratiquement rien. Mais ce pays, c'est l'un des pays les plus en vue du monde entier. Ou l'agriculture d'ailleurs. Exemple qu'on peut vous donner. Aujourd'hui ici, beaucoup de gens, des Congolais, vont à Dubaï passer des vacances. Mais vous savez que Dubaï, c'est un désert. Est-ce que vous avez suivi le témoignage d'un habitant de Dubaï? On lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que Dubaï, qui est dans un désert où il fait même du 40-45%, les gens qui viennent des pays où il fait beau, viennent passer là. Il dit, ils n'ont pas de leadership et de gouvernance. Voilà ce qu'un habitant de Dubaï a répondu à un journaliste. Comment pouvez-vous concevoir, mes chers amis, qu'un pays qui est désert puisse aujourd'hui faire l'objet du tourisme par des gens qui viennent d'un pays où il fait beau comme la RDC? Vous dites que c'est un problème de malédiction? Vous êtes convaincus? Est-ce que vous savez que un pays comme l'Arabie Saoudite, un pays comme Dubaï, aujourd'hui, les ressources provenant du secteur pétrolier ne représentent plus que moins de 10% des richesses créées par ce pays. Et il y a des salles de conférences à Dubaï où il faut réserver au moins une année avant pour que vous puissiez avoir une place. Dans un désert où il fait du 45 degrés. Savez-vous aussi que des sites
aussi magnifiques, comme le Nord Kivu, comme le Sud Kivu, il y a moins de touristes que des sites moins touristiques. Voilà. Merci. Prof, on va prendre une question d'un étudiant. Je suis Jean-Claude Kassongo. J'ai une question. Professeur, avant de poser ma question, j'aimerais saluer votre génie. En tout cas, vous êtes vraiment intelligent et je vous admire. Ma question est la suivante. Nous savons tous que l'économie de notre pays va de mal en pire. Étant spécialiste ou expert dans ces domaines, quelle stratégie ou mécanisme que vous proposez pour que cette maladie ou cette peste disparaisse dans ce pays? Bon, moi, d'abord, merci beaucoup pour les appréciations faites à notre endroit. S'agissant de votre question, moi, je pense, cher ami Kassongo, il ne faut pas inventer la roue. Aujourd'hui, le leadership des qualités et la gouvernance des qualités constituent les binômes magiques capables d'étirer le développement de notre pays. Et c'est ce qui a été fait par tous les autres pays. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, en économie, on dit il faut le capital. On y ajoute il faut le travail. On y ajoute il faut la technologie. Mais tout ça, ça a été fait. Voilà pourquoi le professeur Echumoglu et James Robinson arrivent à analyser le sous-développement sous l'angle de la qualité des institutions. Et arriver à conclure que des institutions de faible qualité ne peuvent pas produire le développement. Et dans les institutions, vous y trouvez aussi les hommes et les structures. Monsieur Kassongo, rassurez-vous que quand on veut se battre, on met toujours les équipes d'élite. C'est pour ça que le terme élite existe. Il faut pas inventer la roue. Le leadership, c'est quoi? C'est la définition de la vision. On l'a vu avec vous ici. Si vous n'avez pas de vision, mais vous ne définirez jamais. Et d'ailleurs, un célèbre scientifique, Al-Bouache, il disait, lorsque vous ne savez pas là où vous allez, mais vous n'allez pas non plus savoir là où vous êtes arrivé. Il faut absolument un leadership de qualité, il faut une gouvernance de qualité. Monsieur Kassongo, avez-vous un pays qui vous a dit qu'il s'est développé avec la mauvaise gouvernance? Les gens parlent de la Chine aujourd'hui, la Chine. Est-ce que vous savez quels sont les facteurs de gouvernance que la Chine a mis en œuvre pour atteindre le niveau jusqu'à aujourd'hui à faire peur aux États-Unis? Vous savez que l'entreprise la plus compétitive aujourd'hui en termes de technologie, c'est Huawei. Qu'on le veuille ou pas. Vous savez aujourd'hui, monsieur le journaliste, en Chine, si vous n'avez pas dénoncé les vols et que vous étiez capable de le faire, vous êtes mis sous indice. Si vous avez roulé en sens inverse, comme c'est le cas maintenant ici chez nous, vous roulez en sens inverse, les gens trouvent ça normal. On a des véhicules avec volant à gauche, volant à droite, on trouve ça normal. Monsieur le journaliste, il n'y a aucun pays qui s'est développé dans le désordre. Le leadership, c'est aussi l'ordre. Nous-mêmes, quand nous allons dans ces pays-là, nous nous disciplinons automatiquement. Comme pour dire que nous devons accompagner le progrès des autres. Donc, pour répondre à votre question, c'est le binôme, cher Kassongo. Leadership de qualité, gouvernance de qualité. Un point, un trait. Dès que vous avez ça, et nous l'avons nous essayé pendant 5 ans, et les choses ont marché. Les gens voient ici. Vous savez que Congo Airways ici, Congo Airways a été financé totalement par des ressources publiques. Transco
a été financé totalement par des ressources publiques. Même Bukangalozo dont vous parlez ici, c'était de l'argent du trésor public, mais dépensé rationnellement. Beaucoup de projets que nous avons réalisés, la construction des écoles, mais c'est avec l'argent du trésor public. Qui n'a jamais abouti par rapport au projet. Il y a la question de la construction des écoles. Il y a la question également liée à la gratuité de l'enseignement primaire qui n'a finalement pas abouti pendant que vous étiez encore aux affaires, professeur. Mais je pense que c'est un processus. Nous devons féliciter le président Félix Tshisekedi pour la mesure qu'il a prise pour pouvoir rendre effective la gratuité de l'enseignement. Et je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner cette mesure pour qu'elle puisse s'appliquer de la manière la plus efficiente possible. Voyez-vous, l'éducation, la gratuité de l'éducation, c'est constitutionnel. Et je pense que le président Félix Tshisekedi a bien vu, la décision, elle est idéale. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que chacun d'entre nous doit travailler pour que cette décision de gratuité puisse s'appliquer de la manière la plus harmonieuse possible. Voilà le débat. Je crois que nous devons être positifs, messieurs les journalistes. Le progrès, c'est quoi dans d'autres pays? Le progrès, c'est que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, les autres l'accompagnent pour que ça se réalise. Le mal, c'est quoi? Et c'est souvent le cas dans des pays sous-développés. Lorsque quelqu'un fait du bien, on fait tout pour qu'il puisse échouer. Quand on réalise des projets pour le gouvernement, il ne faut pas que ceux qui viennent disent que ce sont les projets de tel et les projets de tel. Est-ce que le projet public appartient à un individu? Non. Mais ce n'est pas possible. Et il faut savoir que le domaine du secteur public, c'est un domaine de la noblesse. Pourquoi noble? Parce que vous travaillez pour les autres. Quand on est dans le domaine du secteur public, mais il faut savoir que c'est un service de sacrifice. C'est un service de sacerdoce. Vous ne pouvez pas aller dans le secteur public pour votre propre compte. Si vous voulez aller pour votre propre, allez dans le secteur privé. C'est ça la problématique. Et c'est ça le leadership et la gouvernance chez Kasongo. Quand on vous parle de la vision partagée, quand on vous parle de l'influence et de la conviction, nul ne peut être convaincu que si il trouve aussi son compte. Mais lorsqu'il réalise que le compte du leader, c'est un compte privé personnel, mais il ne peut pas vous suivre. Non, mais qu'est-ce que ça vous fait, professeur? On va vraiment faire un effort pour rester dans la thématique parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir que des projets que vous aviez initiés pendant que vous étiez aux affaires, depuis 2016, par exemple la construction des écoles, c'est à peine dans le projet de 100 jours qu'on parle de certaines écoles qui ont été initiées par Matata Mponyo, mais qui n'ont pas finalement vu le jour et qui sont finalisées pendant 5 ans après ou 4 ans après? Mais ce que vous devez savoir, que depuis 1960, en aucun moment, le nombre d'écoles n'ont été construites comme ça a été le cas entre 2012 et 2017. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. Et ce n'est pas pour nous une publicité. C'est une charge publique. Pourquoi? Moi, je fais de l'éducation le secteur le plus financé par le budget de l'État, 16%. Vous pouvez vérifier dans le rapport annuel de la Banque centrale. J'ai été même promu comme ambassadeur mondial de l'éducation. Je ne l'ai pas demandé comme c'est le cas souvent, ambassadeur de ceci, ambassadeur de ceci. Je ne l'ai pas demandé. Moi, je suis bénéficiaire de l'ascenseur de l'éducation. Je suis né dans une famille très pauvre, dans un quartier périphérique de la ville de Kindu, dans une maison à paille où je dormais à même la natte. Quel est le véhicule, l'ascenseur qui m'a élevé? L'éducation. Voilà pourquoi je pensais que si j'avais la meilleure contribution à apporter dans ce pays, c'était d'appuyer le secteur de l'éducation. Laisse-moi vous dire, si vous ne le savez pas, le meilleur capital du progrès de l'humanité, c'est l'éducation. Si vous voulez que votre pays progresse, investissez dans l'éducation.
Nous avons construit près de 800 écoles. Et puis, quand vous voyez l'éducation, monsieur le journaliste, il ne faut pas voir seulement l'élément de la construction des écoles, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement les écoles. Vous pouvez aller dans un beau bâtiment, vous n'avez pas de bons enseignants, vous n'avez pas de livres, vous n'avez pas de bons programmes. C'est tout ça. Je vous donne un exemple. Avant que nous soyons au gouvernement, le diplôme d'État de la République démocratique du Congo n'était pas accepté en Belgique. Et quand vous terminiez avec un diplôme d'État, vous arriviez en Belgique, on vous inscrivait non pas en première année graduat, vous ne reprenez pas les cours en 6e année, mais on vous descendait en 5e. Quand nous avons été aux affaires, la Belgique a envoyé des inspecteurs et ils ont dit désormais, ceux qui ont le diplôme d'État peuvent entrer en première année graduat dans une université belge. Vous pensez que c'était parce que M. Matata portait une cravate rouge qu'on a fait ce cadeau-là? Voilà, très rapidement, on va évoluer, professeur, mais vous évoquez une question assez importante. Né à Kindu, dans des conditions précaires, difficultés de vie, mais à ce jour, Université Mapan, hôpital, de bourses d'études octroyées aux enfants. D'où vient cette fortune? Non. D'où vient tout ce qui permet à ce qui est ces bâtisses, ces beaux universités, toute cette beauté de la ville de Kindu? Ou la cité, je ne sais pas. Je crois que vous avez bien fait déposer Oui. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous êtes né sur la terre et que vous avez fait de votre temps sur la terre pour vivre pour votre propre compte, laisse-moi vous dire que vous vous êtes trompé. Parce que Dieu a dit, allez sur la terre, transformer le monde. Il y a un grand auteur, un grand homme du monde qui disait, lorsque vous vivez pour votre propre compte, vous vivez à mode d'involution et d'obscurcissement. Suivez-moi très bien. Par contre, si vous vivez pour le profit des autres, vous vivez à mode d'évolution et d'éclaircissement. Est-ce que vous avez compris? Le monde dans lequel nous nous trouvons n'a pas été bâti par ceux qui ont vécu pour eux-mêmes. Vous avez de très beaux micros. Allons-y rapidement pour un concours derrière. Mais voilà. Mais oui. Ça a été fait par qui? Nous avons créé une université de haute technologie, unique. D'où est venu le fonds? Si vous avez été le jour de l'inauguration, vous auriez su qui sont les contributeurs. Et pour votre information, c'est lui qui a parlé au nom de tous les contributeurs. Il vient de Lubumbashi ici, c'est M. David Malta Forest, que vous devez certainement savoir. Il a pris la parole au nom de tous les contributeurs dont la majorité était dans la salle. Donc la population peut être rassurée que ce n'est pas l'argent du contribuable ou le projet des écoles qui a été détourné ou orienté vers Kindu parce que c'est la ville natale du... Et d'ailleurs, pour être beaucoup plus transparent, sur l'entrée de l'université se trouve la plaque de tous les contributeurs. Moi, je vous invite à venir à Kindu pour voir à l'université la plaque. Et depuis qu'on a mis cette plaque, il n'y a personne qui a contesté pour dire « Moi, je n'ai pas contribué, enlevez mon nom ». Voilà, merci pour votre prendre une question encore de l'étudiant Moulouloua avant de venir assez rapidement. C'est Chris Abeti, deuxième licence presse et journalisme à l'Institut Moulouloua. Alors, M. Augustin, aujourd'hui, vous êtes Premier ministre honoraire et prédicateur du leadership et de la bonne gouvernance, partout dans le pays et en dehors du pays. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez constaté, beaucoup plus sur le plan économique, après votre exercice à la primature de ces pays, et quels sont les objectifs
que vous êtes en train de poursuivre actuellement? Parce que nous voyons des congrès, des conférences, par-ci, par-là. Merci. Bon, écoutez, je l'ai dit ici que je ne suis pas venu pour faire le jugement, parce que ce n'est pas vraiment mon rôle. Vous savez, ça peut être mal interprété, alors que c'est vous qui posez des questions, c'est pas moi qui veux. Je pense qu'il faut regarder les indicateurs macroéconomiques. Quand vous posez à un médecin, est-ce que telle personne va mal ou telle personne va bien, on va vous dire, on prélève. Je pense que les indicateurs macroéconomiques indiquent très bien que la situation, après mon départ, ne va pas aussi bien qu'elle l'était pendant que j'étais aux affaires. Ce sont les indicateurs macroéconomiques qui les disent. Oui. Alors, vous me traitez l'objectif poursuivi après des prédicateurs et tout ça. C'est quoi l'objectif? On voudrait... Parce que j'ai réalisé ceci, cher ami, que si on veut développer le pays africain, il faut absolument qu'on puisse améliorer l'offre de la qualité des leadership et la gouvernance dans les institutions dirigeantes du pays. Et la prédication que je fais, pour utiliser les termes de notre ami, c'est justement pour convaincre la jeunesse que sans une gouvernance de qualité, sans un leadership de qualité, dans les institutions dirigeantes, il est impossible de pouvoir imaginer un progrès. Voilà l'objectif. Et surtout démontrer à la jeunesse qu'un leadership de qualité peut exister, une gouvernance de qualité peut exister et peut venir de l'intérieur du pays. Moi, je n'ai jamais étudié à l'extérieur du pays. Je suis un produit de l'université de Lubumbashi ici. Moi, j'ai vécu ici à la Kassapa. Le professeur Mwalaba, le feu professeur Mwalaba Kasangana, il m'a donné cours. Vous savez, pour terminer, ce dont j'ai appris de cet homme, ce n'est pas seulement la science économique. J'ai aussi appris de cet homme l'essence de la rigueur, l'essence de l'éthique, l'essence de la morale. Professeur, est-ce qu'on espère un jour que ces conférences doivent vous apporter ou vous porter à la tête du pays? Est-ce que ça peut être aussi parmi les ambitions? Quoi? Que ces conférences, tout ce qui s'est fait là, peut vous porter un jour à la tête du pays? Est-ce que vous avez déjà vu un mode de scrutin qui est fondé sur les conférences, ainsi de suite? Vous m'apprenez. Martin Sepe, on va terminer avec une question avant de terminer. Professeur Augustin Matata Ponyo Mapon, vous avez beaucoup investi dans ce pays, surtout dans le secteur éducationnel, mais nous nous posons la question de savoir pourquoi la plupart de vos investissements ne se trouvent qu'au Maniema. Non, vous vous trompez d'ailleurs, parce que c'est la question que les gens me posent souvent, mais c'est une question qui est malheureusement mal indiquée, parce que la fondation Mapon n'investit pas seulement au Maniema, mais elle investit dans l'ensemble de la République, dans le Congo central par exemple. La fondation Mapon investit à Kinshasa, la fondation Mapon investit. Et laissez-moi vous dire, l'investissement, et nous les Congolais, nous devons avoir une bonne perception de l'investissement. Quand la fondation Mapon distribue des bourses d'études et qu'il y a des enfants qui viennent des provinces de Sankuru, la province du Haut-Katanga, la province du Kasaï. Moi, j'ai été en Mbuji-Mayi, où j'ai distribué, enfin, j'ai offert des bourses à des jeunes de Mbuji-Mayi. Vous pensez que ça, ce n'est pas un investissement? Qu'est-ce que vous appelez investissement? Parce que nous avons tendance à croire que l'investissement, c'est une maison. Mais laisse-moi vous dire que le meilleur investissement, c'est l'éducation. Et si vous trouvez quelqu'un qui permet de donner des bourses aux meilleurs de la République, sans référence à une province, voilà la personne qui investit le meilleur. Hein? Parce que construire un bâtiment, mais vous pouvez aussi, je peux aussi vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on a décidé que Lubumbashi soit la capitale de l'ancienne province Ikatanga? Pourquoi on n'a pas fait Lubumbashi dans chaque territoire? Mais non! Pourquoi on a mis Kinshasa comme la capitale? Est-ce que c'est un péché? Pas du tout. Mais est-ce que vous connaissez combien de gens étudient? Je vais vous donner une information. Plus de 40 étudiants de l'université Mapon à Kindu viennent de Lubumbashi. Ici, nous nous trouvons avec vous aujourd'hui. Plus de 40 étudiants. Pensez-vous que c'est un investissement uniquement pour le Maniema? Non. Moi, j'ai étudié ici à Lubumbashi. Suis-je du Katanga?
Voilà, on va shooter, professeur. On va parler enfin d'une question que plus de téléspectateurs, plus d'un, voudraient quand même avoir beaucoup plus de détails venant de vous. La soutenance de votre thèse de doctorat qui a créé beaucoup de polémiques. Il y a eu le professeur Mabi Moulumba qui s'est été donc retiré et qui a contesté cela. Plusieurs contestations également autour. Qu'en est-il de cette... Est-ce que cela devrait mettre en doute le titre ou au fait, votre fait que les gens vous appellent professeur? Non, vous savez, comme je l'ai dit tantôt ici, je ne suis pas venu pour créer la polémique. Évidemment, on voudrait quand même avoir beaucoup plus de détails venant de vous directement. Vous savez, dans la vie, il faut être élevé. Les grandes personnes débattent les idées. Les grandes personnes débattent les idées. Les petites personnes débattent sur des indices du matériel. Ce pays a besoin de s'élever, messieurs les journalistes. Il ne faut pas croire que les autres pays nous attendent pendant que nous sommes en train de danser. Il n'y a aucun pays qui vous attend. Vous ne circulez pas. Notre ami a dit que je circule dans des conférences, on m'invite. Mais on ne m'invite pas parce que j'ai soutenu une thèse où les gens se sont donné le plaisir de faire le végétariat. Hein? On ne fait pas le végétariat sur la science. Quand vous devez contester quelque chose, mais contestez-les de manière scientifique. Les domaines des réseaux sociaux, ce n'est pas les domaines où on conteste la science. Professeur, est-ce que le cursus a été normal? Hein? Élevez-vous. Laissez-moi vous dire, élevez-vous. C'est aussi bien pour vous les journalistes, vous devez éduquer. La chaîne, c'est aussi pour éduquer. Effectivement. Hein? Le processus était normal. Hein? Moi, j'ai étudié ici à l'université de Lubumbashi. Quand j'ai terminé l'université de Lubumbashi, le graduat, j'ai fait la licence en sciences économiques à l'université de Kinshasa. J'ai même assisté le professeur Tchunzambiye, qui est un des grands professeurs d'un domaine économique dans ce pays. J'ai été recruté à la Banque centrale de la manière compétitive. Et puis, j'ai préparé mon diplôme d'études approfondies à l'université de Kinshasa, où j'ai reçu avec une mention élevée. Et j'ai préparé cette thèse de doctorat. Laissez-moi vous dire, vous savez que l'un des directeurs de ma thèse de doctorat, c'est l'un des célèbres professeurs en économie dans ce monde, James Robinson. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que leur nom se trouve mentionné sur une thèse de doctorat lorsqu'ils peuvent s'imaginer que cette thèse est à caution. Il n'y a qu'ici où les gens pensent qu'on peut vous appeler présovourier. Non. Dans d'autres pays, laisse-moi vous dire la vérité, dans d'autres pays, hein, lorsque sur une thèse de doctorat de quelqu'un, on y retrouve des membres de rédaction, membres du comité, de personnes qui sont nobelisables, parce qu'ils sont connus dans le monde entier, et vous venez, vous aventurer pour dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Non, ayez quand même de la hauteur, parce qu'il y a parfois des actes qu'on pose qui vous remettent vous-même en question. Cette thèse de doctorat est l'une des meilleures thèses qui a été défendue aujourd'hui dans ce pays. Et moi, j'enseigne à l'université. Demandez aux étudiants ce qu'ils en pensent. Et moi, quand j'enseigne, ce n'est pas seulement les étudiants de la faculté des sciences économiques qui viennent, d'autres facultés viennent pour suivre les cours. Voilà. Merci, professeur. On va terminer. Un mot de la fin par rapport à cette émission. Si vous aviez quelque chose à dire qui n'a pas été évoqué, vous pouvez le dire librement. Non, je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité. Comme laisse-moi vous dire que je suis satisfait du débat qui a eu lieu. Je ne peux que vous encourager et à continuer. Et je peux aussi vous appeler à être, comme notre ami l'a proposé, des prédicateurs des leadership de qualité, de la gouvernance de qualité. Merci. Parce que finalement, c'est le socle. Si nous voulons que nous, la RDC, nous puissions être des leaders en Afrique, nous devons investir sur l'amélioration de l'offre, de la qualité d'un leadership
de l'offre, la qualité de la gouvernance. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. C'était donc votre magazine Le Décideur, professeur Matata Pogno, coordonnateur à la BCECO. Il a été à la Banque centrale, il a été conseiller au ministère des Finances, il a été ministre des Finances, Premier ministre et actuellement sénateur. Nous vous disons merci de votre temps passé accordé à notre chaîne de télévision. On se retrouve prochainement, ça sera avec notre décideur, mais avec le même esprit et surtout la même grandeur d'esprit et la même joie. Bye bye et à la prochaine.